Amis cinéphiles, bonjour. C'est François et j'entame aujourd'hui une série de vidéos dédiées à la narration sur grand écran. Et je vais commencer par un énorme morceau. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Qu'ont en commun Usual Suspect de Bryan Singer, Basic de John McTiernan, Hero de Zhang Yimou, Gone Girl de David Fincher, ou bien encore L'Innocence d'Hirosaku Koreeda? Eh bien tout simplement, le Rashomon d'Akira Kurosawa, qui montra comment raconter une histoire d'une manière différente au cinéma, ce à la même époque que le célèbre Citizen Kane d'Orson Welles. Je vais donc vous parler de ce monument, et surtout du fameux effet Rashomon, un concept singulier qui a inspiré bon nombre de réalisateurs et de réalisatrices par la suite. Allez, c'est parti! Alors Rashomon appartient à cette catégorie de long métrage à part au sein du paysage du 7e art. Il est à la fois adulé par les cinéphiles du monde entier, mais également par les metteurs en scène, tant il a bouleversé les codes du cinéma à sa sortie en 1950. 12e réalisation d'Akira Kurosawa, il remporta le Lion d'Or à Venise et l'Oscar du meilleur film étranger. Et pour cause, il s'était déjà imposé autant comme une curiosité qu'un objet de fascination formelle, libre adaptation de deux nouvelles de Ryunosuke Akutagawa. Le récit, lui, nous plonge au cœur du Japon féodal, dans un pays ravagé par la guerre et par la famine. Près de la porte de Rasho, ou porte de la vie, sublime édifice dévasté, trois hommes discutent, alors qu'une pluie diluvienne s'abat sur la région. Un vagabond, un bûcheron et un moine. Ces deux derniers racontent le procès étrange auquel ils viennent d'assister. On y jugeait le célèbre brigand Tajomaru, incarné par l'inévitable Toshiro Mifune, accusé d'avoir assassiné un samouraï et d'avoir violé son épouse. Seulement le mystère demeure puisque trois versions des faits, très divergentes, sont proposées. Celle du bandit, celle de la femme et celle de l'esprit du défunt. Viendra s'ajouter par la suite celle du bûcheron qui a omis de signaler sa présence au magistrat. Alors il y a une raison à cela bien sûr, je vous laisse la découvrir en regardant le film. Toutes ces versions en tout cas sont relatées autour d'une conversation digne de celle entretenue au coin d'un feu, quand le conteur captive son auditoire avec une fable terrifiante. Excepté que dans le cas qui nous intéresse, une femme a été violée et un homme a perdu la vie. Quoi qu'il en soit, ce qui fascine le public à l'écran, c'est bel et bien la mécanique narrative déployée par Akira Kurosawa. Comment égarer le spectateur dans les méandres d'un dédale informatif au sein duquel le moindre détail et le point de vue du témoin s'entrechoquent, travestissant de fait la vérité. Par conséquent, on s'interroge et on ne discerne plus le vrai du faux, quitte à sombrer dans le désespoir du bonze. L'homme est un loup pour l'homme, et surtout pour la femme, et ne vaut pas plus que les démons. Dans tous les cas, pour bien comprendre toute la finesse d'une méthode qui a traversé les décennies du 7e art, aucune citation n'en décrypte mieux le sens caché que les mots prononcés par Kevin Spacey dans le long métrage de Clint Eastwood Minuit dans le jardin du bien et du mal, et ceux de Tamsin Egerton dans le Queen and Country de John Boorman. Dans le film de Clint Eastwood, Kevin Spacey clame que la vérité, tout comme l'art, se situe dans le regard de l'observateur. Et dans celui de John Boorman, le personnage incarné par Tamsin Egerton réplique à celui de Callum Turner qu'au-delà du dispositif brillant de Akira Kurosawa, un fait ne doit jamais être occulté et constitue l'unique élément tangible jamais nié par les protagonistes. Une femme a été violée. Par le prisme de ces deux constats, l'un à la portée philosophique limpide, l'autre d'une lucidité glaçante, on entrevoit toute la subtilité de l'ensemble. Aussi sophistiqué que soit le moteur narratif, l'essentiel demeure perturbant, incontestable, implacable. À force de se concentrer sur les différentes versions des événements, on en oublierait presque la pièce déterminante, tandis qu'il ne faut jamais négliger que tout dépend de notre propre point de vue, n'est-ce pas Obi-Wan Kenobi? D'où la prépondérance de ce fameux regard, évoqué par Clint Eastwood et par Kevin Spacey. Le regard symbolise l'outil de l'artiste afin de délivrer sa vision sur le monde qui l'entoure.
Tout ce qui importe, c'est sa perception et la nôtre vis-à-vis des situations, une perception altérée par nos valeurs, nos préjugés et notre réaction face à l'inattendu. Ainsi, ici, chaque témoin de la scène, selon sa personnalité, décrit et rapporte ce qui se produit de manière très différente. La vision patriarcale de l'époux, la roublardise et la démarche sans foi ni loi du bandit, ou le statut de victime, sans véritable indépendance pour la femme. Voilà pourquoi Rashomon a tant marqué son époque et traversé les générations, et son dispositif génial réapproprié par de nombreux cinéastes après Akira Kurosawa. L'interrogation qui se dessine alors, comment emploie-t-on l'effet Rashomon avec efficacité ou subtilité, et quels réalisateurs et réalisatrices ont brillé dans ce délicat exercice? Et le constat est assez intéressant. Certains appliquent partiellement la leçon d'Akira Kurosawa, alors que d'autres en saisissent toute la mécanique, jusqu'à parfois la sublimer. Et c'est le moment de l'autopromotion, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site parisilescinéphiles.com, au contenu entièrement gratuit, lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez trouver des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers ou billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que de genre ou les séries télévisées. Usual Suspect de Bryan Singer fait par exemple office d'élève peu studieux. Certes, on est subjugué par le mystère constitué par Keyser Söze, cette légende urbaine criminelle évoquée tout du long, qui tire les ficelles. Le principe des différents points de vue est bel et bien exécuté, ça y a rien à dire. On regrette en revanche que l'on ne retrouve pas cet élément central dont on se détourne pour être mystifié par le procédé. Excepté le sujet autour de l'identité de la figure de Keyser Söze. Mais ça, c'est vraiment maigre. Bryan Singer écarte ainsi l'essence philosophique originelle et accouche d'une utilisation assez paresseuse, au pied de la lettre, sans avoir réellement assimilé les subtilités du concept d'Akira Kurosawa. Autre étudiant dans l'erreur, Ridley Scott avec son Dernier duel, qui nous expose les conséquences liées au viol d'une jeune noble incarnée par Jodie Comer, à savoir le dernier duel judiciaire. Ici, les différents points de vue brossent un tableau médiéval assez inégal. Ridley Scott n'est pas réputé, il faut dire, pour sa rigueur historique, d'autant plus que les historiens eux-mêmes sont partagés quant aux circonstances du drame. Mais le véritable problème réside dans l'introduction de l'ultime récit, celui de Jodie Comer lorsqu'elle livre sa version des événements, et cette introduction transgresse tous les fondamentaux de l'effet Rashomon, avec une annonce tonitruante en gros plan, la vérité. C'est désormais Ridley Scott qui impose son point de vue stricto sensu, sans passer par les nuances de la formule. Une posture dommageable, surtout que lui, contrairement à Bryan Singer, avait saisi le principe de l'événement central dont on se détourne, avec une analyse assez juste de la place de la femme au Moyen-Âge et son quotidien difficile. Avec Gone Girl, David Fincher adapte parfaitement le postulat du roman éponyme en nous racontant l'histoire de ce couple au bord de la rupture, interprété par Ben Affleck et Rosamund Pike. Tout explose le jour de la disparition de l'épouse et le mari volage est rapidement suspecté de son meurtre. Il ne s'agit pas tant de vérité ici que de perception des mécaniques intrinsèques au mariage. Le réalisateur montre non seulement le temps du bonheur puis du malheur du couple, sous le regard de chaque protagoniste, mais embrique ensuite de manière naturelle, fluide, les différents morceaux de l'intrigue, se moquant d'une quelconque énigme pour mieux se concentrer sur l'état sociétal de son pays. En déconstruisant son travail sur Seven et surtout sur Zodiac, il se réapproprie l'effet Rashomon avec une authentique audace. Clint Eastwood, de son côté, a toujours apprécié utiliser l'effet Rashomon. Minuit dans le jardin du bien et du mal, Sully ou encore dans son dernier long métrage Juré numéro 2. Toutefois, aucun de ses travaux n'égale l'envergure et l'ambition de son diptyque consacré à la guerre du Pacifique et à la bataille d'Iwo Jima, qui puise dans les racines mêmes de l'effet Rashomon. Chaque volet se concentre sur l'un des deux camps. Mémoire de nos pères en profite pour évoquer le principe de la légende chère à John Ford, ou comment expliquer l'importance d'une photo victorieuse et son impact aussi bien
sur la nation que sur les GI qui sont affichés. Lettre d'Iwo Jima nous raconte quant à lui le calvaire enduré à la fois par le chef de corps japonais et celui d'un simple soldat. Ici, il n'est question que de préserver son honneur pour l'un et de survie pour l'autre. Et au-delà des enjeux des deux films, se superposent les fameux points de vue d'une bataille sanglante. Comment assaillants et défenseurs vivent la même scène, souvent d'une brutalité effarante. On est d'abord choqué, dans le premier volet, lorsque le lance-flamme est employé par les GI. Et dans le second, lorsqu'on observe ceux qui en sont victimes. Et ça fait de ce diptyque une véritable leçon de cinéma. Autre cas d'école assez passionnant, celui de Basic de John McTiernan, qui nous immerge dans une enquête au sein d'une base américaine au cœur du Panama. Deux soldats sont interrogés par la police militaire et par un investigateur civil, John Travolta, puisqu'ils sont les uniques rescapés d'une opération d'entraînement sous un ouragan. Le réalisateur brouille les pistes avec les fameux points de vue, d'autant plus qu'une même personne modifiera à plusieurs reprises sa version des événements. La grande force du dispositif de McTiernan repose aussi bien sur le contraste huis clos jungle style et sa capacité à bien respecter tous les codes de l'effet Rashomon. En sus du principe du point de vue, le cinéaste se penche sur un élément central, le Panama, terre fertile aux manigances et protagoniste essentiel du long métrage. Enfin, il y a l'innocence d'Hirokazu Koreeda, le metteur en scène friand de Yasujiro Ozu, qui rend ici un vibrant hommage à Akira Kurosawa. En effet, dans cette histoire de disparition d'enfants qui virera à la tragédie, le Nippon suremploie le procédé des différents points de vue pour mieux portraiturer chaque protagoniste, expliquant de fait les raisons du drame à venir. La vérité n'est plus une finalité, juste un moteur narratif soulignant les blessures intimes. Et ce qui fait de l'utilisation de l'effet Rashomon dans l'innocence un véritable tour de force. Quoi qu'il en soit, réussi ou non, ces diverses reprises de l'effet Rashomon attestent de la prépondérance de cette œuvre unique d'Akira Kurosawa, qui n'a cesse et cessera de hanter cinéastes ou cinéphiles du monde entier.